je ne voyais pas pourquoi, parce que son bilan était vraiment, vraiment pas beau. Les enzymes de foie dans le tapis et autres. À un moment donné, je dis, tu m'as dit tu buvais du vin tantôt, tu es un amateur de vin, t'en bois combien? Là, il me dit une. Là, je dis, une bouteille par jour, tu sais, c'est ça. Fait que, donc, il buvait une bouteille par jour, à tous les jours, 7 jours sur 7 depuis des années. Puis, ben, j'ai dit, cherchons pas plus loin, là. C'est ça. pas mal ça, ton affaire, parce que le reste de ses habitudes, c'était tout bien. Fait que, Danick, merci d'avoir accepté mon invitation sur un bout comme on s'était pas parlé. Absolument. Merci, Hugo, de l'invitation. Ça me fait plaisir de jaser. Pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je parle de toi à pas mal tout le monde, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, t'es qui, Danick Legault? Je suis naturopathe agréé depuis 2013 environ, 2014 peut-être, dans ce coin-là, 2014. Je pratique à Beaubriand, fait du one-on-one avec les gens. J'essaie de modifier la façon dont on perçoit la santé au Québec. C'est un de mes objectifs. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que de faire ça un à un dans mon bureau, ça allait un petit peu trop tranquillement. Donc, j'ai parti une page Facebook un peu comme tout le monde fait pour essayer de propager de la bonne nouvelle et autres. Donc, c'est pour ça que j'aime ça aussi faire ce genre de podcast-là, parce que ça me permet de rejoindre des gens peut-être qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas entendu mon message. Ça me permet de rejoindre cette partie-là de ma mission aussi, d'essayer de redonner un peu, c'est ça, partager de la bonne information, du moins. Je fais mon possible. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile à faire changer au Québec, mettons, au niveau de la santé? Je ne dirais pas qu'il y a une chose qui est très difficile à faire changer. C'est juste qu'on est dans un paradigme ou un narratif qui est très pro-pharmacologique. Avec notre médecine moderne qui est accoquignée avec les pharma, où est-ce que, il y a beaucoup c'est une médecine où est-ce qu'on traite les symptômes nécessairement sans aller trop à la source, et autres. Fait que c'est d'essayer de modifier un peu cette perception-là, puis de dire que ces choses-là n'arrivent pas par hasard, n'arrivent pas pour le fun, n'arrivent pas par malchance non plus. Tout ce qui est chronique qu'on voit aujourd'hui, il y a des sources à ça. Et en fait, si on arrivait à mixer les deux ensemble, parce qu'il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur que l'autre, parce qu'un ne fait pas ce que l'autre fait, mais notre système devrait probablement avoir les deux ensemble, c'est-à-dire une espèce de médecine naturopathique intégrative, fonctionnelle, qui s'occupe un peu de la portion, je dirais, prévention, identification des sources de certains déséquilibres, un travail un peu plus en profondeur. Versus, bien sûr, toute la médecine qu'on connaît avec leur capacité de supprimer certains symptômes, mais aussi le reste de la médecine, orthopédique et autres, qui fait des merveilles pour tout ce qui est urgence. Donc, il y en a un qui est en urgence, l'autre est en prévention un petit peu. Et ça a un peu été escamoté. Puis, il y a encore des gens qui vont penser que, c'est pas vrai ou c'est pas, il n'y a pas de science derrière ça ou on n'a pas vraiment étudié ou, on est des gens qui essaient de prendre avantage des autres, des choses comme ça. Donc, il y a encore des vieux mythes. De moins en moins, je dirais, mais il y a encore de ces vieux mythes-là. Donc, c'est d'essayer de partager ce message-là, de dire que on a le contrôle sur plusieurs choses, puis on peut prendre soin de soi, puis il y a, c'est ça, il y a une médecine, si on veut, ou une façon de faire qui est plus naturelle, puis qui pourrait être complémentaire avec ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on connaît en médecine actuellement. Ça fait son chemin. Je dirais que c'est parti depuis plusieurs années déjà. Donc, on sent le vent, il y a un changement de direction. C'est inévitable, en fait. Il va y avoir des bouleversements. On le voit, le système de santé s'effondre, en fait, depuis presque 30 ans maintenant et plus.
Les gens se tournent de plus en plus vers des méthodes naturelles. Il y a de plus en plus de frustration par rapport au fait de supprimer les symptômes, de ne pas aller à la source nécessairement. Donc, c'est un mouvement qui est déjà en branle, qui est inévitable. Il arrive, c'est sûr. C'est juste que ça avance extrêmement tranquillement quand même. Donc, c'est ce qu'on essaie d'accélérer un peu ou du moins de faire ma modeste part là-dedans si je suis capable de le faire un peu. Trouves-tu que depuis qu'il y a eu le COVID, le monde sont peut-être plus rendus compte que notre système de santé, c'était peut-être pas le meilleur, mais qu'on a quand même un rôle à jouer dans tout ça? Je le sais pas. Je le sais pas parce que lorsque je regarde des choses par rapport à COVID, on peut regarder ça d'une façon positive, puis oui, de dire, voici, bon, on s'en rend compte finalement que notre système est extrêmement fragile, que la santé des gens est importante si on ne veut pas avoir certains symptômes, que là, au Québec, on a plus de morts qu'ailleurs au Canada. Pourtant, on a eu des mesures beaucoup plus sévères qu'ailleurs, hein, et de loin, là, les plus sévères au Canada et même en Amérique du Nord, je dirais. Mais on est avec les taux de décès les plus élevés. Donc, il se passe quoi là-dedans? C'est sûr qu'il y a des gens qui se posent des questions. En même temps, je vois beaucoup du narratif classique qui est très encore vaccin, qui était déresponsabilisation personnelle par rapport à ça. On voyait toute la vague. Bon, bien sûr, ça s'est tassé un petit peu, mais au début, avec, aussitôt qu'on parlait on pourrait peut-être améliorer l'alimentation, regarder, autre chose, vitamine D, vitamine C, peu importe, disant que tu mentionnes ça, puis tout à coup, tu es un dangereux et autres. Donc, il y a encore tout ça. Il y a comme des grosses bagarres, si on veut, là-dedans, dans ces espèces de façons de voir la santé-là qui sont complètement différentes. Je pense que tout le monde là-dedans est probablement des bonnes intentions, essaie de bien faire, mais on dirait qu'on vit dans un monde où est-ce que la polarisation est énorme. Donc, il n'y a plus personne au centre. On est soit totalement du côté, entre guillemets, complétiste ou complètement du côté pharmaco-gouvernemental. Aussitôt que quelqu'un réfléchit un petit peu dans le milieu, pose certaines questions, ça va être mal vu. Les gens prennent ça émotionnellement, réagissent comme ça. En même temps, on peut comprendre, hein, il y a une certaine peur et autres qui est engendrée par les médias, puis aussi un virus également. Donc, je ne sais pas si on a une prise de conscience tant que ça. Je vois les deux. Je vois une certaine prise de conscience. Je vois des dossiers qui avancent de ce côté-là. En même temps, ça nous met, je trouve, là, au visage vraiment un modèle pharmaco-gouvernemental qui a un narratif qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant. Beaucoup de gens sont carrément pas au courant qui pourrait peut-être avoir d'autres choses, qu'il y a d'autres choses au-dessus. Puis des fois, quand j'en parle à certaines personnes, ils me disent comme Oh my God, mais pourquoi tu ne parles pas de ça plus ou pourquoi tu ne dis pas ça plus? Ouais, mais en même temps, ce n'est pas totalement mon travail, c'est pas totalement dans mon champ d'expertise non plus. Je ne suis pas épidémiologiste, pas virologiste, donc mais de ce que je vois, de ce que j'entends, de ceux que je considère indépendants, qui sont bons, là-dedans, on a une vision qui peut être complètement différente. Puis ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que l'autre, mais elle est différente, puis elle a le droit d'exister. Puis elle devrait être prise en compte quand on veut regarder le portrait global pour essayer de se faire une bonne tête, mais tout le monde devrait faire ça, y compris nos gouvernements. Mais c'est ça que je vois qui n'est pas là tant que ça. Donc, je n'ai pas tendance à être très optimiste tant que ça lorsque je dis ça. Mais bon, c'est ça. Ouais. Ouais, je partage. Moi, je vois un peu plus, mettons, soit dans mes clients, mon entourage, que le monde commence. Mettons, si je pense à ma mère qui était, mettons, dans la soixantaine. Avant le COVID, c'était pas tant, pas que c'était pas important sa santé, mais il faisait pas tant attention. Mais là, OK, on dirait qu'elle commence à comprendre qu'elle a le contrôle sur ça, puis que tout ce qu'elle fait à chaque jour, ben, ça l'amène vers une meilleure santé ou ça la distance. Fait Ouais, que là, elle c'est est un très peu cool. plus, un peu plus prise de conscience. Tu sais, on a plus de clients, fait que je sais pas si aussi le fait que le monde sont peut-être comme Hey, j'ai besoin de prendre soin de ma santé pour vrai parce que Mhm. je sais pas, on remarque que le Québec est peut-être pas sans santé, mais j'espère que, que ça va s'améliorer. Absolument, on l'espère.
Ouais. Très cool pour ta mère, très cool. Ouais. Ouais. Shout out à ma mère. C'est Fait bon. qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'alcool, un sujet qu'on ne parle pas beaucoup en termes. Tu sais, j'ai pas vu grand podcast sur l'alcool, les effets de l'alcool, parce que c'est quand même quelque chose qui est, tu sais, mettons, essentiel, hein, selon le gouvernement. Fait que je voulais qu'on parle de ça. En premier, l'alcool, tu sais, c'est quoi l'alcool? De l'alcool à la base, c'est quoi? L'alcool, c'est un sucre. Donc, à 7 calories par gramme, tu sais, normalement, Mhm. un sucre à 4 calories par gramme, un alcool à 7 calories par gramme. Donc, c'est ça, c'est un glucide principalement. Pendant bon, la sorte d'alcool et autres, ils vont avoir différents effets, mais je réfère toujours, puis bon, j'ai une vision un peu peut-être pessimiste aussi de l'alcool, mais je trouve qu'on y a justement une industrie des fois qui essaie de nous dire que dans le fond, l'alcool, c'est correct, tu sais. Puis on a un organisme gouvernemental comme Éduc-Alcool qui nous dit, hein, dépassez pas, je me souviens plus, puis c'est une quantité incroyable, hein, Ah ouais, 10 c'est verres pour beaucoup. les hommes par semaine, des affaires comme ça. Ouais. Donc, c'est plus d'un par soir pour les hommes, un par soir pour les femmes. Mais en clinique, ça peut m'arriver que je vais voir des gens qui, dans le fond, sans le savoir, là, suivent les recommandations d'éduc-alcool, mais sont un peu détruits par l'alcool. Donc, en même temps, c'est un organisme gouvernemental, mais c'est le gouvernement qui vend de l'alcool. Alors, tu sais, bon, là, on peut se poser des questions éthiques et autres sur qu'est-ce qui est derrière éduc-alcool ou, tu sais, pourquoi ils font la promotion comme ça ou qui, bon, ils disent, bon, bien sûr, allez-y responsablement, bon, mais les effets négatifs d'alcool sont quand même connus. Les études là-dessus sont nombreuses. J'ai fait déjà plusieurs articles là-dessus. Il y a quand même des études sérieuses qui vont démontrer un certain bienfait. Je pense que les bienfaits qu'on voit de l'alcool ne sont pas nécessairement un bienfait par le produit en tant que tel. C'est un bienfait versus des fois, si on prend de l'alcool avec quelqu'un d'autre, donc il y a un aspect social au fait de Hmm. partager un verre. Il y a un aspect de relaxation. Hein? Les gens vont se dire, ben tiens, moi, je prends un verre ou deux verres ou une bouteille le vendredi Mhm. et ça me relaxe. Ensuite de ça, j'aurais tendance à dire aux gens, pourquoi tu as besoin d'une bouteille le vendredi? Est-ce que c'est vraiment parce que, dans le fond, ta semaine, c'était vraiment de la merde? Fait que là, tu as besoin d'une bouteille pour décrocher. Donc, donc, il y a peut-être des questions à se poser un peu sur notre vie, à savoir, tu sais, pourquoi on a besoin de décrocher comme ça. Autant que quelqu'un s'adonnerait aux drogues ou autre, bon, moi, je fais le party le week-end, on consomme de la cocaïne, etc. Oui, OK, c'est cool. Pourquoi tu as besoin de ça? Tu vas faire le beau week-end. Ah, j'ai besoin de décrocher le week-end. OK, cool, tu as besoin de décrocher. Pourquoi? Donc, essayer Mhm. de fouiller derrière ça émotionnellement dans notre vie et autres, y a-tu autre chose? Et des fois, il y a certaines personnes vont plus dire ben, moi, j'aime le goût, je suis un amateur. Alors, ça, c'est Ouais. autre chose complètement différent. À ce moment-là, si c'est le goût, c'est un amateur, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en consommer en quantité industrielle? Peut-être pas. À ce moment-là, on le consomme de façon différente et autre. Donc, il pourrait avoir certains bienfaits. Je pense que la plupart des bienfaits, certaines études qui démontrent des bienfaits avec l'alcool, c'est des petites doses d'alcool. Et probablement qu'il y a un aspect social, il y a un aspect de relaxation, de bon, anti-stress un peu de relié à ça, mais ce n'est pas avec le produit en tant que tel. Pour l'alcool, me réfère toujours à ça m'avait sauté aux yeux quand ça a été sorti une étude dans de l'ANSET qui avait duré sur des années, hein, une méta-analyse et autres, sur l'alcool en 2018. Donc, ça fait quelques années maintenant. Puis, dans la conclusion, c'était le niveau sain de consommation d'alcool ou le niveau le plus sûr de consommation d'alcool est de zéro. Donc, il disait The safest level of drinking is none. C'était ça la vraie phase de l'ANSET dans 2018. En fait, eux, ils voyaient des effets négatifs aussitôt que tu en prenais un petit peu, mais quand tu en prenais un petit peu, c'était tellement peu les effets négatifs que, bon, c'était pas tant, mais il y en avait quand même. Mais plus tu haussais la dose, bien sûr, plus il y avait des effets négatifs. Ça crée un déséquilibre de flore intestinale de façon assez intense et automatique. Premièrement, c'est juste des sucres et autres.
lorsqu'on regarde dans notre évolution, on n'a pas évolué sur des millions d'années là, en buvant des bouteilles de vin non plus. Donc, c'est pas certain qu'on a un microbiote qui est ajusté à boire une aussi grande quantité de vin. Ceci dit, ça fait quand même assez longtemps. Hein, il y avait des rapports après ça, une fois qu'il y a eu la révolution agricole, puis on s'est installé un petit peu plus, les consommations d'alcool ont commencé. Donc, ça va créer ce qu'on a en anglais, on va appeler ça un SIBO. En français, PBIG, prolifération des bactéries dans l'intestin grêle. Donc, surplus de bactéries dans le petit intestin pour certaines personnes. Puis, la plupart des gens qui ont, entre guillemets, des côlons irritables ou le syndrome de l'intestin irritable, 80% selon certains experts, seraient reliés à la prolifération des bactéries dans l'intestin grêle. Alors, ce serait de voir aussi, à ce niveau-là. Ça produit de l'acétaldéhyde dans nos intestins. L'acétaldéhyde augmente l'hyperperméabilité intestinale. Lorsque plus d'hyperperméabilité intestinale permet à certaines toxines de passer à travers la barrière intestinale et de créer de l'inflammation. Donc, c'est de cette façon-là que c'est vraiment beaucoup inflammatoire. Ça crée un surplus de bactéries dans le petit intestin, ça déséquilibre notre flore intestinale, ça augmente l'acétaldéhyde qui crée une hyperperméabilité intestinale et ça passe. L'autre facteur qui vient jouer là-dedans, c'est que l'alcool va nourrir un peu plus ou vont permettre de proliférer plus les bactéries de type gram négatif. Les bactéries de type gram négatif, c'est eux qui relâchent le LPS, l'hypopolysaccharide, c'est la toxine, ou une des toxines, endotoxine qu'on appelle, endo veut dire à l'intérieur, donc une toxine qui vit à l'intérieur de nous, qui est produite par des bactéries dans nos intestins, bactéries gram négatifs entre autres. Et là, si on a plus de bactéries gram négatifs, on a plus d'LPS et en plus de ça, une hyperperméabilité intestinale due à l'acétaldéhyde. LPS passe à travers le sang, crée de l'inflammation. Inflammation systémique comme ça qui est reliée à l'ensemble de ce qui est chronique aujourd'hui. Autant de ce qui est par exemple la dépression, de l'anxiété, etc., mais aussi les maladies chroniques qu'on connaît, donc cancer, maladies cardiovasculaires et autres. Bon. C'est qu'il y a une étude dernièrement que j'ai postée qui disait que l'alcool était relié, c'était pas tant, mais quand même, 3,2% des cancers étaient reliés directement à l'alcool, quand même. Donc, puis, quand même 3,2. 3,2%. Si on fait le calcul, c'est une étude américaine par contre, on n'a pas les chiffres du Canada, mais admettons qu'on a le même pourcentage ici, ce qui devrait à peu près être le cas, c'est quand même 3000 personnes par année qui seraient mortes au Canada, qui seraient mortes d'un cancer relié directement à l'alcool. Donc, c'est du monde. C'est du monde quand même. Bon, bien sûr, ces gens-là, c'est probablement des gens qui ont abusé. Hein? C'est des alcooliques, c'est des gens qui boivent tous les jours des quantités incroyables. Bon. On n'est pas en train de dire que on va attraper le cancer directement nécessairement si on boit de l'alcool. Mais quand même, c'est des vrais chiffres, ces chiffres qui sont là. Donc, acétaldéhyde, hyperperméabilité intestinale, déséquilibre du microbiote, prolifération des bactéries gram-négatifs. Puis l'alcool aussi, il faut que ça soit métabolisé par le foie. C'est métabolisé par nos enzymes, là, CYP450, de la phase 1 du foie. Donc, ça vient comme surcharger le foie. C'est pour ça que ceux qui boivent trop d'alcool pendant trop longtemps, à un moment donné, ils ont des foies gras. Hein. Ils vont chez le médecin, ils ont mal au foie quand le médecin pèse. Puis là, ils font un scan où les enzymes de foie, LT, AST, GGT, etc., sont élevées. Donc, on va dire un foie surchargé. Hein. Puis notre foie, c'est un de nos organes principaux. On ne peut pas vivre si on n'a pas de foie, hein, un peu comme le cœur ou le cerveau. Aussitôt qu'on retire ces organes-là, on ne peut pas vivre. On peut retirer un appendicite, des amygdales ou une vésicule biliaire, on ne peut pas retirer le foie parce qu'on ne vivra pas. C'est un organe très important, c'est un très gros organe aussi. Fait que l'alcool fait ça. Donc, après ça, c'est toujours de se poser la question un peu, combien j'en bois et pourquoi j'en bois? Mm-hmm. Je suis dans un contexte social où est-ce que, je reçois des amis, j'en bois une fois par mois, j'exagère pas trop. Personnellement, j'aime bien les bières de microbrasserie. Un ami d'enfance qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. Fait que là, les fois que j'en bois, je vais avoir tendance à boire ça au lieu du vin. J'en bois une, je la choisis, un rare, elle vient de telle microbrasserie, etc. J'aime bien. Donc c'est ça, puis je la déguste. Très, très rare que je vais en boire deux. Bon,
pas nécessairement de dire de suivre mon exemple nécessairement, mais de dire, bon, pour moi, ça, c'est ça. Donc, il y a toujours un contexte social qui est associé à ça. Ça veut dire que j'étais avec un ami ou autre, puis on décide de prendre ça avant le souper ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça qu'habituellement je dis aux gens. L'autre chose que ça fait, l'alcool, de négatif, c'est à peu près juste des affaires négatives. C'est ça. Ça enlève notre sommeil profond, mais de façon importante. Le REM, le Rapid Eye Movement, le sommeil profond, presque automatiquement pour tout le monde, après le deuxième verre, c'est quand même pas beaucoup. Shit. Mais chaque personne est un peu différente. Ça dépend de l'heure qu'on l'a bu, est-ce qu'on avait de la bouffe en même temps, la qualité de notre foie et autres là-dedans. Mais, et ceux que là, je ne l'ai plus, mais j'avais une bague Oura avant qui mesurait le sommeil et autres. Puis, admettons que ça arrivait que je buvais 2 verres de vin, je le voyais automatiquement, il n'y avait plus de deep sleep. Mes pulsations cardiaques étaient en moyenne 10 à 12 plus élevées pendant toute la nuit. Et donc, tu sais, les gens, des fois, on se réveille et on dit j'ai une gueule de lendemain de veille. C'est comme probablement que beaucoup de ça est dû à la déshydratation et au fait qu'on n'a pas vraiment dormi. Donc, les gens pensent que, moi, j'ai besoin d'alcool, ça m'aide à dormir. Non, non, ça te rend inconscient. C'est un dépresseur du système nerveux, fait que ça peut mettre la switch à off du système nerveux, mais ça ne te fait pas dormir. En fait, ça enlève le sommeil. Fait que ça te rend inconscient sans dormir. Après le deuxième verre, peut-être le troisième verre pour certaines personnes, mais c'est autour de ça. Après un verre, on voit moins d'effets négatifs sur le sommeil. Moi, après un verre, il y en avait quand même un. Je n'avais pas tout à fait mon deep sleep, mes pulsations étaient un peu élevées, mais c'était pas. Je ne me levais pas complètement d'effet le lendemain. Mais moi, je ne travaille pas bien l'alcool, donc après un mois, 2 verres, oublie ça. Je dors à peu près pas et je le ressens beaucoup. Puis le lendemain, je ne vais pas bien filer. Surtout si c'est du vin, on dirait que c'est pire, mais ça c'est pour moi aussi. Donc, ça enlève ça. C'est ceux qui s'intéressent à voir ça. Lisez le livre de Matthew Walker, Why We Sleep. Il parle, entre autres, d'alcool. Je pense qu'il y a un chapitre sur l'alcool là-dedans. Quoique, il est en train de refaire, je pense, son livre. Hein, il s'est fait critiquer un peu, Matthew. Il y avait certaines erreurs dans le livre. Certaines études qu'il devait comme réviser. C'était des détails, mais quand même, je pense qu'il est en train de sortir une nouvelle version, disons, mettons, plus à jour ou avec certains détails qu'il a fait attention. On dirait qu'il est en compétition avec, je pense que c'est The Sleep Doctor. Je me rappelle plus de son nom. Je ne connais pas le Sleep Doctor, mais ouais, il y a peut-être une petite guerre d'ego ou de coq. On dirait les deux. Le Sleep Doctor, c'est lui moi, que j'avais pas, c'est lui qui a amené les chronotypes. Ah oui, c'est. Je sais ce que tu veux dire. Michael Bruce. Ouais. Ouais, OK. Tu vois, Sleep Doctor, je ne savais pas qu'il avait comme changé de chronotype à Sleep Doctor, c'est cool. Ouais. C'est ça. Donc, puis, tu sais, toi, tu as beaucoup d'athlètes qui écoutent ton podcast. L'alcool, ça diminue la synthèse des protéines. Ça empêche la sécrétion d'hormones de croissance pendant la nuit pour te réparer. Alors, donc, tu veux bâtir de la masse musculaire. Je ne suis pas certain que j'irai avec des grandes quantités d'alcool tout le temps. Ceci dit, quelqu'un qui a un sommeil de plomb, vraiment, il se réveille, c'est bon, puis il prend, comme je disais, en petite quantité, de façon sociale et autres. Pourquoi pas? Donc, je ne dis pas de ne pas en prendre nécessairement, mais c'est ça. Ça enlève le deep sleep, ça diminue de beaucoup notre sécrétion d'hormones de croissance, diminue la synthèse des protéines. Ça crée aussi énormément de carences nutritionnelles. La plupart des vitamines du groupe B, B1, B2, B6, B9, B12. Je pense que B3, B5, c'est moins pire. On a besoin de ces vitamines du groupe B-là, justement, pour le foie, pour qu'on puisse métaboliser ça. Ça a tendance à créer des carences aussi dans toutes les vitamines liposolubles, A, D, E, K. Déjà, on a des carences en vitamine D ici, étant au Canada. Donc, certains minéraux, on parle beaucoup de magnésium, ça enlève le magnésium. Alors, tu sais, quelqu'un, mettons, il boit de l'alcool relativement régulièrement ou presque à tous les jours au souper, je me prends 1 ou 2 verres de vin et autres. Ça devrait être un complexe B du magnésium pour tout le monde, en fait. Peut-être même une multivitamine et autres. Ça crée énormément de carences nutritionnelles. Calcium, fer et sélénium seraient les autres qui sont le plus affectés. Il y en a un gros paquet qui sont affectés, mais ça serait ceux qui en ont le plus.
ça, c'est les effets négatifs, je dirais, majoritairement d'alcool qu'on peut voir ça. Puis là, quand on entend ça, on fait comme Oh my God, c'est de la boîte. Ben oui, c'est pour ça que dans The Lancet, il disait The safest level of drinking is none. Donc, le meilleur niveau de consommation d'alcool est de 0. Bon, ceci dit, comme je disais, ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas nécessairement. Il y en a qui vont dire aussi, puis je pense qu'il y a plusieurs études financées par l'industrie du vin, là, ils vont dire comme Oh my God, le resveratrol, puis les maladies cardiovasculaires. Un verre de vin par jour, ça va te protéger d'une maladie cardiaque ou quelque chose comme ça. Il y a le resveratrol, mais pour avoir une dose de resveratrol qui est thérapeutique, ça prend environ, ça dépend du vin, hein, parce que c'est juste dans le vin rouge, premièrement. C'est pas dans le vin blanc. Mais alors, je dis ça, je suis sûr à 90%, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est juste dans le vin rouge. Il y a certains vins rouges, comme les pinots, je pense, pinots noirs et autres, qui en ont un peu plus. Mais ça prendrait en moyenne un peu plus d'une centaine de verres pour avoir une dose de resveratrol. Fait que, bon, qui protège vraiment, bon, qui est antioxydant, qui protège vraiment contre les maladies cardiovasculaires. Fait que oui, il y a du resveratrol dedans, c'est cool, mais avec tous les effets de l'alcool en général, du vin, je ne pense pas qu'on peut dire vu que du resveratrol, c'est correct, dans le fond, dedans. Donc, c'est cool qu'il y en a, mais on ne peut pas se servir de ça comme, je pense, comme argument pour dire. Mais des gens aiment ça ou ils ont entendu ça, fait que ça les réconforte dans leur choix. Hein. La dame est chez eux et elle s'ouvre sa bouteille de vin à tous les vendredis, elle la boit au complet et tout. Puis là, soudainement, Pierre Bruno à la TV, il dit ben là, il y a une nouvelle étude que là, bon, c'est bon pour les maladies cardiovasculaires, fait que tu es contente, ça la rassure dans ses habitudes de juste je veux continuer. Hein, on entend bien ce qu'on veut entendre. Exact. Fait que, ouais, c'est ça, c'est l'histoire d'alcool. En général, il y a certaines affaires qu'on peut faire au niveau de la supplémentation si on décide de prendre de l'alcool, qui peut peut-être aider un peu. Je ne sais pas si tu voulais parler de ça ou si tu voulais me relancer sur. Moi, avant, j'étais curieux. Les effets au niveau neural, il doit en avoir quand même des grosses. Oui, fait que, tu sais, on va voir de beaucoup, là, tu sais, des problèmes de concentration, problèmes de mémoire et autres. Ça va être surtout à long terme, mais ça peut être lié directement avec les problèmes intestinaux aussi que je disais tantôt. Donc, c'est l'hyperperméabilité intestinale et LPS passe dans le sang et autres, crée une inflammation d'un peu partout. Donc, à ce moment-là, c'est comme si le système venait comme un peu gommé de partout, hein, l'inflammation, comme si, bon, venait affecter certains récepteurs, que ce soit nos neurotransmetteurs et autres. On a besoin d'une bonne flore intestinale pour être capable de produire nos neurotransmetteurs qui communiquent via le nerf vague à notre cerveau. Donc il y a tout ça. Puis, on va voir beaucoup de, justement, perturbations de ça, anxiété, dépression, aussi agressivité avec l'alcool. Beaucoup des gens qui ont dit... par exemple, qui disaient, moi je leur disais, tu bois trop d'alcool, on essaie-tu de prendre un break de ça? Puis les gens l'enlevaient, puis après ça, j'ai dit, remarque, observe, qu'est-ce qu'il y a de différent autour de toi? Puis c'est un père, entre autres, qui me disait, je suis plus patient avec mes enfants. Et si je l'avais su avant que je manquais de patience, lui pensait que c'était comme un peu normal. Là, il a vu comme son comportement changer. Puis il pensait que ça l'aidait à dormir. Finalement, là, il était moins fatigué dans le jour. Moins fatigué, moins frustré, plus patient. On entend beaucoup ça. Donc, c'est quelqu'un qui, c'est ça, il a tendance dépressive, tendance à faire de l'anxiété, tendance à être agressif, impatient et autres, ça peut être relié à la sérotonine. Ça, entre autres, sérotonine basse, on va avoir la mèche courte, on va être impatient et autres. Ça peut affecter absolument. Ouais, c'est quand même assez fou. Oui, puis lorsqu'on l'alcool, c'est une toxine. Alors, ça peut venir inhiber nos mitochondries. Les mitochondries, bon, c'est des petits bidules à l'intérieur des cellules qui nous permettent de produire notre énergie pour que la cellule fasse sa job. Et où est-ce qu'on a le plus de mitochondries? Dans le cerveau, il y en a énormément, dans le foie aussi, mais dans nos muscles. Alors, ça serait de voir est-ce que les gens ont des symptômes de ça? Est-ce que j'ai plus de courbatures? J'ai-tu plus de
de la misère à récupérer de mes entraînements, je parlais de synthèse de protéines et autres tantôt, mais aussi symptômes neurologiques. Mémoire, rapidité du cerveau, capacité d'apprendre et autres. Puis la plupart des gens ne font pas le lien nécessairement. C'est l'âge, hein? C'est normal, tout le monde est comme ça. Hein? Même tu vas voir ton médecin, non, c'est normal, tu as 45 ans maintenant, hein? C'est normal. Fait que, bon, alors bien sûr, il y a des affaires qui peuvent être normales en vieillissant, je ne dis pas que c'est pas ça nécessairement, mais on a le normal un peu trop facile. Puis des fois, on ne fait pas le lien nécessairement. J'ai de la misère à me concentrer à 11 heures le lendemain matin. Je ne fais pas le lien que c'est mon alcool de la veille. Parce que quand je l'ai pris, l'alcool de la veille, ça m'a relaxé. Je suis allé me coucher, ça m'a knocké un peu. Fait que bon, là, après ça, je me lève le lendemain, je suis comme défait, mais tu sais, bon, on fait plus ou moins le lien parce qu'on répète ce pattern-là tout le temps. Là, on pense que c'est nous autres, puis en même temps, nos chums autour de nous autres, tout le monde est fatigué, tout le monde a de la misère un peu. Fait que là, tu te dis, bah, c'est ça, c'est un peu ça. Mais des fois, c'est en le retirant, justement, qu'on voit si on est capable d'observer bien qu'est-ce que ça peut faire pour nous autres, puis ça peut être différent d'une personne à l'autre. Déjà arrivé aussi certaines personnes qu'on a retirées, puis ils me disaient, je vois plus ou moins une différence. Autant sur le sommeil que les autres affaires. Donc, c'est pas. Pour eux, c'était pas un gros facteur tant que ça dans leur chose. Du moins, c'était leur perception à eux ou c'est ce qu'ils m'ont raconté. Puis, j'ai pas raison de penser qu'ils ont mal observé ou autre. Mais donc, ça varie d'une personne à l'autre. Il y en a qui sont plus sensibles à ça et tout. Ouais. J'imagine ceux peut-être qui ont vu qu'il y avait moins je sais pas, pas de symptômes, là, mais quand ils l'ont enlevé, ça a moins changé de quoi? Ça faisait peut-être moins longtemps que. J'imagine qu'à la longue, si depuis que tu as 18, tu prends une broche jusqu'à tous les fins de semaine, puis tu es rendu à 50 ans, ça a dû créer du dommage à long terme. Absolument. Oui, puis il y en a qui vont se retrouver aussi avec. C'est bon, c'est un sucre, comme je disais. Donc, triglycérides élevés dans les prises de sang, déséquilibre du cholestérol. Bon, maladie cardiovasculaire, ça crée de l'inflammation et autres. Je vais toujours me rappeler un monsieur qui était venu me consulter, puis il me disait je comprends pas, dans ma prise de sang, telle affaire, il y avait un marqueur d'inflammation qui était élevé, son cholestérol il était tout croche, ses triglycérides étaient dans le tapis. Il dit pourtant je mange bien. Il me disait son alimentation, pour vrai, il mangeait bien, puis il courait presque 1 heure par jour. Donc, il faisait des poids, il haltère aussi. C'est un monsieur qui était comme presque à retraite, il avait énormément d'argent, il avait du temps en masse, il gérait ses petits business quelques heures par jour, mais il mangeait bien et tout. Puis je ne voyais pas pourquoi parce que son bilan était vraiment, vraiment pas beau. Les enzymes de foie dans le tapis et autres. À un moment donné, je dis tu m'as dit tu buvais du vin tantôt, tu es un amateur de vin, t'en bois combien? Là, il me dit une. Je dis une bouteille par jour, c'est ça. Fait que, donc, il buvait une bouteille par jour, à tous les jours, 7 jours sur 7 depuis des années. Puis, j'ai dit, cherchons pas plus loin. Là. C'est pas mal ça, ton affaire, parce que le reste de ses habitudes, c'était tout bien. Puis, mais à un moment donné, il avait posé la question à son médecin. Son médecin, il disait, là, ça, c'est un peu tout croche dans tes prises de sang. Puis, il avait dit, oh non, c'est pas ça. Donc, ça l'avait réconforté un petit peu, puis il avait continué à boire ça. Bon, fait que, donc pour lui, c'était juste ça. En même temps, là, il me disait une bouteille par soir, puis des fois plus, le week-end 2. Bon. Il dit, puis je viens pas sous, là, je me dévisse pas. Je commençais à 4 heures de l'après-midi, tranquillement, mettons, c'est un verre après l'autre, c'est jamais déplacé rien, c'est pas, je suis pas en train de caler, j'aime pas le feeling, je recherche pas un feeling juste d'être fini, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Fait que, mais il buvait énormément de vin, il avait une grande tolérance au vin, puis il voyait ça, pour lui, c'était vraiment un trigger, puis il s'en allait avec une santé beaucoup moins optimale, même s'il s'entraînait bien, puis il mangeait super bien. Ouais. Puis est-ce que il y a des alcools pires que d'autres? Souvent, je pense qu'on entend la bière, c'est comme la pire que les autres. C'est quoi par rapport? C'est-tu vrai que la bière, c'est pire que les autres?
Pas nécessairement, ça dépend des gens. Fait que, par exemple, il y a du gluten dans la bière, puis c'est à base de céréales. Il y en a qui tolèrent moins bien les céréales, ne tolèrent pas le gluten non plus. Donc, pour eux autres, ça va être assez intense, la bière. Mhm. La plupart des bières, par contre, bon, maintenant, il y a des bières beaucoup plus fortes, mais le pourcentage d'alcool, absolument, il est plus bas qu'un vin aussi. Donc, ça a à voir. Dans le vin, il y a des sulfites, il y a autre chose. Donc, pour certaines personnes, vont mieux tolérer le vin, mieux tolérer la bière. Il n'y en a pas un qui est vraiment meilleur qu'un autre. Celui que je vois OK. qui est un peu mieux que vin ou bière serait les alcools forts. Encore là, vodka et gin, entre autres, n'ont pas de sucre ou pas vraiment de sucre. Donc, et puis habituellement, je vais voir moins des gens, je ne sais pas, affectés négativement ou détruits. En même temps, si on boit le 40 onces au complet, ça va être Ouais. différent. Je parle d'une consommation, je dis, tu n'en mets pas beaucoup dans ton verre, là, puis tu mets un kombucha, sans sucre, mettons, par-dessus ça, ou quelque chose comme ça, un genre de gin kombucha. Autre eau pétillante avec du citron et autres, avec, par exemple, vodka ou gin. C'est ça, avec ça que j'avais les meilleurs résultats, autant sur la composition corporelle que sur le sommeil et autres. Bien sûr, avec une consommation petite quand même, mais c'est avec ce genre de drink-là que je voyais les meilleurs ou que je vois les meilleurs résultats que vin ou bière. Puis vin ou bière, comme je t'ai dit, c'est différent de personne en personne. Moi, je tolère moins bien le vin, je tolère mieux la bière, mais il y en a qui c'est le contraire. Ça dépend. Alors, il y a ça. Ouais, c'est à peu près ça pour Ouais. les types d'alcool. Ouais. Fait que quelqu'un qui nous écoute, lui, il est comme moi, je veux prendre un verre semaine, tu conseillerais plus, s'il tolère bien, là, tu conseillerais plus mettons, gin, vodka. Oui. Mais, encore là, si, mettons, la personne prend un verre par semaine, pour vrai, Ouais. je poserais la question, OK, c'est quoi t'aimes, toi, t'sais? Parce que, tu sais, juste un par semaine, c'est pas la grosse affaire. Ça va pas complètement détruire le sommeil et autres. Mettons, c'est quelqu'un qui a des bonnes habitudes. Il mange amplement de plantes, il mange assez de protéines. Bon, la personne bouge, s'entraîne, marche dehors, peu importe. Fait toutes les autres affaires bien pour sa santé. Un verre, il n'y a pas de trouble. Je vais avoir tendance à dire, prends donc ce qui te fait plaisir. OK? Ouais, c'est ça. OK, toi, tu aimes une bière de microbrasserie? Cool, prends donc ça. Mais t'en prends rien qu'une. Ou, tu sais, bon, peu importe. Et prends-les sociales, prends-les avec de la bouffe, prends-les avec quelqu'un, partage ça. Ce que tu aimes, c'est le vin rouge. Cool, prends du vin rouge. Ce que je vais avoir tendance à dire, ben prends un peu plus d'alcool fort et autres ou des petits drinks, mais si la personne elle aime ça, ça sera encore mieux. Donc, mais si ça ne lui fait pas plaisir après, puis que c'est une consommation régulière, souvent je vais dire aux gens deux consommations par semaine, pas plus qu'une à la fois. C'est une consommation quand même saine. Donc, habituellement, je vais dire, par exemple, pour un couple, une bouteille de vin par semaine, puis on prend un verre chaque le vendredi, on met le bouchon dessus, un verre chaque le samedi, parce qu'il y a 4 bons verres, mettons, là, dans une bouteille à peu près. Ouais. Donc, that's it. Donc, on ne boit jamais 2 verres, mais on en boit un le vendredi, un le samedi à peu près. Ça peut être simple. Parce qu'on ne dépasse jamais le 1 verre, puis c'est 2 verres par semaine. Mais pour certaines personnes qui sont habituées d'en consommer 15 par semaine, tu leur dis ça, puis oublie ça, là, ça ne se fera Ouais. pas demain matin. Puis ça ne veut pas dire que c'est une consommation saine. Je répète ma phrase du Lancet que bon, la meilleure quantité d'alcool, c'est zéro, mais ça, on n'a pas besoin de ça. Je ne dis pas que c'est une consommation saine en voulant dire qu'on prend ça et que ça va nous apporter des bienfaits pour notre santé, je ne pense pas. On voudrait relaxer, on va prendre une marche dehors, on va prendre un bain chaud, on va aller au spa, peu importe. On va se trouver quelque chose, on n'a pas vraiment besoin d'alcool. Mais si c'est dans un but social et qu'on aime ça et que nous, ça nous apporte un bien-être dans notre vie de prendre un verre de vin, à ce moment-là, un vendredi, un samedi, habituellement, ça fait le travail. Des fois, un petit peu plus pour certaines personnes. Tout dépendant, c'est tous des choix aussi qu'on fait. Hein, le fun dans la vie versus certains résultats qu'on voudrait, par exemple, ou si la personne est totalement en santé, le reste est vraiment bien, les prises de sang sont toutes clean, le microbiote est vraiment bien, puis la personne, ça lui fait plaisir de prendre 3 verres ou 4 verres au lieu de 2, je pense que c'est correct aussi. Mais tout est à évaluer selon la personne. Ouais. Ouais.
Fait que vodka, gin en premier, mais en même temps, si on n'en prend rien qu'un par semaine, prenez donc ce que ça vous tente. Exact. Ouais. Plaisir, si c'est pour ça, moi j'aime ça, ça me fait plaisir, ok, cool. Mais tu sais, comme moi je disais, là, moi j'aime les bières, les microbrasseries, mais si tu me dis on prend un verre par semaine, mais je suis poigné pour boire du vin blanc, ben ça ne va pas vraiment me faire plaisir. Donc, je n'ai pas ce que je viens rechercher. J'aime autant choisir moi-même celle que je veux boire, choisir et autres. Il y a comme une expérience et autres là-dedans. Et ça va me faire plaisir. Et ça, c'est cool. Et si je fais ça de façon responsable de temps en temps, il n'y a aucun problème. Puis au niveau de la déshydratation, tu sais, tu l'as dit tantôt, ça déshydrate, puis tout le monde est comme je suis déshydraté à cause de l'alcool. De un, pourquoi ça déshydrate? Puis de deux, y a-t-il un moyen de contrer ça lorsqu'on en boit, mettons? Oui. L'alcool, là, il faut que je me rappelle, l'alcool va supprimer la vasopressine. C'est pour ça qu'après ça, des fois, on va dire, les gens vont dire, mettons, je bois une bière, il ne se passe rien. Je bois 2 bières, il ne se passe rien. Je bois 3 bières, il ne se passe rien. À un moment donné, à partir de la 4e bière, je pisse aux 20 minutes 8 bières à peu près. Ouais. Là, tu te dis, là, il y a comme, là, tu le vois, ça vient de kicker in la déshydratation. La vasopressine est élevée ou bas. Il faudrait que je vérifie, je ne suis pas certain. Parce que vasopressine, quand il est haute, il y a de la rétention d'eau. C'est ça. Donc, supprime la vasopressine et à ce moment-là, on se met à uriner. Pas juste le liquide qu'on vient de boire, mais aussi à uriner. C'est ça. Donc, notre eau crée une déshydratation. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y a pas de secret de ça. C'est une question de quantité qu'on prend. Aussi, des fois, si on prend l'alcool avec de la nourriture, qui s'est mélangé avec de la nourriture, bon, c'est digéré plus tranquillement, etc., c'est un peu moins pire. Certaines personnes n'aiment pas faire ça, par contre, mais ça peut être une bonne idée. Mais c'est d'alterner un peu. Donc, si on en boit un petit peu plus, c'est de dire, j'alterne ça avec des verres d'eau, peut-être de l'eau pétillante, qui a justement un peu plus de sodium dedans, qui va nous garder un peu plus hydratés et autres. Mais une fois qu'on est déshydraté, c'est très difficile de réhydrater. C'est pour ça qu'il faut essayer. Si on boit un petit peu plus d'alcool, on est dans une fête ou peu importe, puis on dit, je vais en boire plus qu'une consommation, d'alterner nos consommations avec de l'eau pétillante et autres pour essayer de rester hydraté pendant la soirée et non essayer de réhydrater quand j'arrive à la maison avant de me coucher. C'est pas une bonne idée, ça n'arrivera pas. Et c'est trop difficile, puis ça prend plus de temps. En même temps, ça espace un peu nos consommations d'alcool. Bon, c'est pas tout le monde qui dit une fois que j'ai pris quelques verres, là, oublie ça, là, ton verre d'eau, j'en veux pas. Ouais. Je comprends ça aussi, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça déshydrate. Puis le but, c'est de ne pas déshydrater. Voilà. Fait que c'est d'essayer de ne pas trop en boire, puis d'alterner ça avec de l'eau, des minéraux et autres. Puis oui, avant de se coucher, si on prendrait des électrolytes, par exemple, soit du plasma marin, de l'eau hypertonique ou juste des électrolytes en poudre, peu importe, puis il y aurait aussi du sodium dedans, hein, parce qu'il y a certains électrolytes qui n'ont pas nécessairement de sodium. Donc, on voudrait un peu de sodium, potassium, magnésium, calcium, phosphore et autres. Donc, on pourrait boire ça avant de faire de dos. Ouais. Les autres, il y avait des études sur le fait de prendre des huiles de poisson avant de boire de l'alcool, ralentissait l'absorption et évitait l'hyperperméabilité intestinale un peu, réduisait l'inflammation directement. C'était 3 à 5 grammes, si je me souviens bien. Puis c'était un mix d'oméga 3 puis d'huile de bourrache, je pense, qu'il avait donné dans l'étude. Puis bon, il y avait un petit effet quand même de contrer l'alcool. J'aime moins ça, des fois, de dire ça, de dire ben là, c'est pas grave, si j'en bois 12, là, je vais juste prendre des oméga 3. Bon, si on en boit 12, les oméga 3 ne font pas grand-chose, mais quand même, bon, si quelqu'un voudrait dire justement, je m'en vais dans une fête, je voudrais fêter un peu plus et je vais me laisser aller un peu plus. Il y a certaines affaires comme ça qu'on pourrait faire. On pourrait prendre des oméga 3, même un peu pendant la soirée. On peut en prendre un 3 grammes avant, un 3 grammes pendant. On pourrait prendre du molybdène aussi, à peu près 300 microgrammes de molybdène. Ça absorbe l'acétaldéhyde dans les intestins. Ça permet d'avoir moins d'hyperperméabilité intestinale ou d'effets secondaires. Encore là, comme je te dis, si on enclenche 12, c'est pas 300 microgrammes de molybdène qui va changer, mais c'est un minéraux, le molybdène. Donc,
Ça se fait en gouttes. Souvent, celui que j'utilisais était liquide. Bon. Il y a d'autres choses. Quelqu'un qui a accès à du glutathion, glutathion liposomale. Alors, donc, pourrait prendre du glutathion, on va aider vitamine C pour aider, si on n'a pas de glutathion, du NAC, N-acétylcystéine, qui est le précurseur du glutathion, qui est un antioxydant aussi, qui sert à l'antioxydant aussi. Bon. Certaines vitamines E pourraient peut-être aider, c'est des très bons antioxydants, le tocotrienol, entre autres, le produit d'Anato. Donc, bon, fait que, tu sais, quelqu'un qui serait motivé, qui dirait, bon, moi, faut absolument que je dorme bien, j'ai quelque chose le lendemain, en même temps, je le sais que je ne tolère pas bien l'alcool et je vais peut-être prendre un peu plus qu'un verre. Alors oui, on pourrait s'enligner des oméga-3, du molybdène et tout ça ensemble. La vitamine C, du glutathion, NAC et autres. Pour essayer de négocier un peu avec la nature, essayer de s'en sortir un peu plus. Mais on ne devrait pas compter là-dessus et ça ne marche pas totalement bien. Et c'est difficile à comparer parce que même si quelqu'un exagère, il va se réveiller le lendemain, ça va avoir enlevé son deep sleep quand même, puis il va être magané, déshydraté et autres. Mais peut-être qu'il l'aurait été 2 fois plus s'il n'avait pas pris ça. Et là, c'est difficile de dire on fait rewind, on l'essaye sans le prendre, voir, puis on essaie de comparer. C'est vraiment difficile, mais je ne l'ai pas assez souvent, peut-être ces choses-là. J'en bois pas beaucoup. J'ai peut-être fait 2, 3 fois. Et il me semble que ça m'avait aidé un peu, mais encore là, c'est difficile de faire le rewind pour aller voir. Je ne l'ai pas donné à assez de gens pour vraiment dire fais ça, mais continue à boire. Là, donc, je n'ai pas d'expérience, mettons, avec ça. Mais tu l'as-tu déjà essayé, toi? Ou l'as-tu déjà Jamais. Je ne suis pas un grand buveur, moi. Je bois peut-être une fois par. Là, en temps de COVID, honnêtement, la dernière fois que j'ai bu, ça peut-être 2 mois. À Noël, la dernière fois. Sinon, à Noël, ouais. ouais. Je suis pas mal plus dans la. C'est ça, ça ressemble à moi. Exact. Je suis plus dans la lignée du zéro consommation tout le temps. Puis j'ai pas besoin. Je pense que tu as marqué un bon point de pourquoi tu le prends. Puis moi, comme j'ai pas besoin de prendre ça pour me relaxer, j'ai d'autres choses. Fait que je pense que ça, c'est une grosse raison. Si je pense à du monde qui en prennent beaucoup de peut-être pas normal que tu aies besoin autant de sortir de ta réalité. C'est ça, c'est un peu ça. C'est de se regarder dans le miroir de façon claire, de ne pas se compter de menterie à nous, puis d'essayer de s'examiner. On devrait tout le temps le faire un peu, mais pourquoi ça? Puis on ne se compte pas de menterie à nous, bien sûr. On essaie de voir les vraies affaires. Puis il y en a vraiment juste que c'est. Il n'y a pas de raison de ça nécessairement, mais juste ils disent moi j'aime le goût pour vrai. Puis non, je n'essaie pas de fuir mon chose. C'est comme une récompense un peu. Parce qu'on devrait se poser une question pourquoi tu as besoin de récompense? La récompense pourrait être d'autres choses. Si tu penses que ça nuit à ta santé ou que tu es marabout, tu es scrap le lendemain. Sinon, ça va pour la personne. Puis après ça, ça devient une espèce d'habitude après ça. Donc, le vendredi soir est associé avec la bouteille de vin. Donc, on arrive le vendredi soir, on a une espèce de sécrétion de dopamine parce que, bon, là, notre cerveau le sait que là, c'est le vin qui s'en vient. Fait que là, on a encore plus le goût. Donc, bon, c'est ça. Fait que notre cerveau, notre corps développe des habitudes autour de 3 choses principalement, des gens, des endroits puis des moments. Donc, on associe, par exemple, le souper du vendredi avec la bouteille de vin, ou on associe le divan, la télé avec le bol de popcorn, mettons. Ouais. Et que là, quand on s'assit sur le divan devant la télé avec le bol de popcorn, là, on a faim pour le popcorn. Pourtant, on vient de souper, quelque chose comme ça. On va avoir une vraie rage, une vraie envie. La personne qui mange toujours son biscuit au chocolat à sa pause de 3 heures de l'après-midi, par exemple, en jasant avec les collègues autour de la machine à café, mais là, soudainement, il arrive à 3 heures, il a faim pour vrai pour son biscuit au chocolat. Mais c'est probablement son cerveau qui joue des tours. Il est habitué, il demande son hit de sucre ou d'alcool ou autre. Ça crée de la dopamine, ces choses-là. Donc, tout ce qui crée des espèces de dépendance, en fait, c'est de la drogue. Fait que l'alcool, c'est une drogue légale. La définition d'une drogue, c'est une substance qui change notre état d'esprit, qu'on a besoin d'hausser la dose on va avoir, dans le temps si on va avoir le même effet et qu'une partie toxique pour nous. Donc,
Donc, l'alcool est une drogue légale et essentielle, même en temps de pandémie. Ça c'est une autre question, mais à un moment donné, je disais aux gens, si on avait une pandémie beaucoup plus grave, exemple 1918, là, là, où est-ce que vraiment ça avait été l'enfer, bon, la grippe espagnole et autres, on aurait vraiment resté à la SQDC et la SAQ ouvert. C'est vraiment, là, mettons, les gens meurent presque dans les rues, là, littéralement. Autant les jeunes que les vieux. Une vraie pandémie. Vraiment, je ne le sais pas, peut-être que oui aussi. Hein, notre société est un peu à l'envers et autres. En même temps, eux vont probablement dire, justement, il y a un paquet de gens qui dépendent un peu de ça, qui ont justement des dépendances à ça. Et si on ferme ça, qui n'ont pas, ça hausse les crimes, des gens vont être encore plus, en symptômes de détox et autres, acquérir un paquet d'autres problèmes. Donc, on peut comprendre aussi en même temps, mais on aime ça souligner ça, puis c'est drôle quand même un peu de dire que, les gyms sont fermés, mais la SAQ est ouverte. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait une société très en santé. Hein? Ouais, c'est ça. C'est un autre sujet. Ouais. Ça n'a vraiment pas rapport, mais tantôt, tu as dit, quand tu avais ta Aurora, j'étais curieux de savoir si c'est juste ça donne de même ou une raison particulière pourquoi tu n'en avais plus ou si tu as changé pour un autre gadget. Non, je n'ai pas changé. Ouais, je l'ai encore un chez moi. Je ne la porte plus. Je l'ai porté longtemps. Moi, la première Oura, je l'avais. C'était une grosse affaire noire. Là. C'était vraiment big, là, la Oura numéro 1. Puis j'aimais ça. Après ça, j'ai acheté quand ils ont sorti la nouvelle Oura numéro 2. J'ai acheté tout de suite. Les précommandés, hein, les eu comme 6 mois d'avance avant qu'ils sortent. J'avais déjà commandé ma Oura numéro 2. Mais après un certain temps, je trouvais que je n'avais pas d'informations supplémentaires que je n'avais pas déjà appris en portant la Oura longtemps. Aussi, on a chacun nos affaires. Hein. Moi, il y a une des affaires qu'il faut que je travaille de façon constante. Bon, c'est mieux qu'avant, mais c'est jamais parfait. C'est justement mon sommeil. Puis, à un moment donné, je trouvais que, premièrement, je me connaissais par cœur. Ça veut dire que je me levais le matin puis je guessais mon score. D'après moi, mon score de sommeil aujourd'hui est 81%. Puis là, je bloquais mon téléphone, la Oura se connectait avec mon téléphone, puis il me sortait mon score. Puis là, ça arrivait, mettons, 79 ou 83. Je faisais, oh, si je t'approche. Donc, puis où, mettons, j'avais vraiment une mauvaise nuit pour peu importe raison, il y avait un peu plus de stress, etc. Là, j'étais là, oh my God, j'ai vraiment mal dormi. D'après moi, mon sommeil est autour de 72 à peu près. Puis là, pif, 72. Donc, à un moment donné, je n'avais plus besoin de la Oura pour savoir, voir, j'ai-tu bien récupéré et autres. Puis, ça me venait plus me créer un stress à chaque fois. Si j'avais des sommeils qui n'étaient pas, bon, tu es un peu perfectionniste, j'aurais tout le temps voulu que ce soit mieux, que ce soit le best. C'est jamais vraiment le best. Fait qu'à un moment donné, ça devient comme une espèce de frustration en disant qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre pour essayer d'optimiser ça encore plus. Bien sûr, il n'y a pas un truc que je n'ai pas essayé déjà. Donc, je ne trouvais pas que ça m'apportait plus de données de la portée à tous les jours nécessairement. Puis même des fois, certains stress, justement, de me rendre compte justement que j'avais moins bien dormi parce que je voyais d'autres études qui disaient faites attention faites attention aux perceptions. Donc, puis je reviens avec l'alcool. Ça veut dire que quelqu'un qui écoutait qu'est-ce que j'ai dit, puis il a dit oh my God, ça crée de l'acétaldéhyde, d'hyperperméabilité intestinale, ça crée un paquet d'inflammations. Donc, aussitôt que je bois l'alcool, là, c'est vraiment le bordel. Je me dirige vers des maladies chroniques, là, comme qui a dit dans l'affaire. Alors là, bon, on se fait ces scénarios-là dans notre tête. Si c'est exagéré et autres, puis qu'on pense à ça, donc les effets négatifs vont être pires sur notre corps lorsqu'on va boire de l'alcool. Si on est moins au courant de ça ou si justement on le prend sans stress dans un environnement social et autres, ça va probablement être moins pire. Donc, il y a un gros paquet d'études sur un gros paquet de sujets, de ces choses-là, que ça influençait certaines de nos hormones même, mais aussi de comment on se sentait. Et il y en avait sur le sommeil. Il y a des gens qui truquaient dans l'étude, ils truquaient l'horloge. Fait que là, ils couchaient les gens, puis l'horloge allait plus rapidement. Fait que là, ils s'endormaient. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui venait réveiller, mettons, parce qu'il était rendu 7 heures du matin.
Mais dans le fond, il n'était pas 7 heures du matin, il était comme 4 heures du matin ou 3 heures du matin. Il avait juste dormi 4 heures. Après ça, il leur faisait faire des tests, mais la personne était sûre qu'elle avait dormi pendant 8 heures. L'autre personne, c'était le contraire. Il pensait qu'il avait dormi longtemps, il n'avait pas dormi longtemps, ou le contraire. Puis le résultat dans les tests et dans leur perception de Ah oui, j'ai dormi 8 heures, my God, j'ai bien dormi, mais dans le fond, la personne avait dormi 4 heures, elle est supposée d'être scrap. Puis là, la personne disait justement qu'elle était en forme, qu'elle était très alerte, puis même il faisait passer certains tests et autres, puis les fonctions cognitives fonctionnaient bien. Donc, il y a une question de perception aussi là-dedans. Fait qu'à un moment donné, je me disais, est-ce que ma aura vient me créer certaines perceptions qui sont plus négatives que d'autres? Bon, je l'ai mis de côté, je l'ai encore, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, je ne la remettrai pas, puis là, ça va faire peut-être 1 an environ que je ne l'ai pas, mais ou 6 mois peut-être. Mais c'est un outil merveilleux. La plupart des gens qui en ont une ou qui l'ont essayé disent tout Wow, c'est merveilleux et autres. Donc, je ne veux pas parler contre la Oura. Je suis fan de Oura. J'en ai eu 2. J'en ai encore une chez nous et autres. Mais j'apporte en même temps ce point-là sur certaines perceptions, qu'on devrait faire attention de ne pas voir notre bouffe comme étant quelque chose qui va détruire notre santé nécessairement et autres. C'est bien d'être au courant de ça, mais de ruminer ça puis de monter ça gros dans notre tête, et de faire de certains aliments, même l'alcool, des ennemis, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. C'est bien de savoir que c'est pas super, puis que ça enlève le deep sleep et autres, mais on devrait faire attention, c'est ça, à nos perceptions par rapport à ça quand même. Fait qu'il y a comme un bon équilibre. Quelqu'un qui n'est pas au courant du tout, il y a peut-être certains bienfaits de ne pas être au courant. En même temps, je pense que pour notre santé, c'est bien d'être au courant de certaines affaires. Alors, où on trace la ligne, où est-ce qu'on s'en va là-dedans, c'est ça qui est difficile. Donc, en même temps, vu qu'aujourd'hui, j'avais tapé sur les affaires négatives un peu plus de l'alcool, parce que c'est ça pour vrai, mais juste de dire, on prend ça relax quand même, ça va probablement pas vous tuer. Exact. Mais je pense que si on reste, tu sais, comme tu as dit, 2 verres par semaine, puis pas plus qu'un par soir, c'est correct, il n'y aura pas de stress, là. C'est plus, tu sais, si on pense à la classique, là, hey, samedi soir, 8 à 10 bières, puis en way, la Ouais. brosse, puis je pense que ça, c'est beaucoup plus dommageable, ou même, je prends 2 verres à tous les soirs, ou un verre à tous les soirs tout le temps. Je pense que ça, c'est vraiment pire que... Oui, puis comme un peu dans n'importe quoi, on devrait des fois se tester, euh, observer, se tester, apprendre à se connaître plus, puis changer certaines affaires, puis garder le contrôle. Il y en a qui boivent du vin depuis 25 ans et ils n'ont jamais vraiment, là, on vient de finir là, le mois sans alcool. C'est cool, il y a plein de gens qui l'ont fait encore cette année. Mhm. Il y en a qui découvrent justement qu'ils se sentent vraiment mieux, en cause qu'il y a là, tout le chum faisait le 28 jours sans alcool au mois de février, là, on a décidé de faire ça. Puis là, ils se sont aperçus finalement pour la première fois en 25 ans que finalement l'alcool avait un impact sur leur humeur, leur sommeil, leur stress et même sur leur comportement envers leurs enfants ou envers leurs collègues de travail. Fait que c'est juste bon de garder ça de temps en temps, de dire, même si c'est pas besoin d'être au mois de février, mais de dire de temps en temps, je vais prendre un break d'alcool parce que c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui décide. Donc, présentement, j'essaie de, mettons, avoir certaines performances dans les sports, etc. OK, cool, on en prend 0 pour les 2 mois, 3 prochains mois. En même temps, j'observe comment je me sens si j'en prends moins et autres. La fois que j'en prends, comment je me sens, c'est quoi la différence aussi une fois que j'en reprends. Donc, de tout observer ça, puis de se garder ces petits challenges-là un peu. Même chose des fois pour d'autres choses. Hein? Les gens boivent du café tout le temps, tout le temps, Mhm. tout le temps, à tous les matins. Les cafés viennent bloquer les récepteurs d'adénosine et autres. Notre corps s'adapte à ça, crée plus de récepteurs d'adénosine, crée plus d'adénosine et autres. De temps en temps, de donner une espèce de petit break, de laisser ça revenir à sa normale, puis d'avoir le contrôle aussi, de dire, oh my God, je ne peux pas passer une journée, mettons, sans boire 4 cafés. Là, je vais dormir sur mon clavier. Mais ça c'est pas normal. On peut C'est boire du ça. café parce que, bon, ça va nous rendre alerte et autres. Ça fait marcher le cerveau plus. Ça nous rend de bonne humeur. On comprend tout ça. Après un certain temps, par contre, est-ce qu'on est vraiment dépendant de ça, tout comme on pourrait être dépendant de l'alcool? C'est là qu'on devrait se garder des petits jeux, puis de temps en temps, puis de se challenger, puis de dire, bon, pour les prochaines semaines, j'en prends pas. J'en prends pas de café ou j'en prends pas d'alcool ou j'en prends pas de sucre ou de peu importe,
comme ça, ça donne des petits gains, ça renforce la confiance en soi, ça renforce le contrôle qu'on a, que c'est nous qui décidons sur notre corps. Puis quand on décide de faire ce genre de défi-là, on tient notre parole, bien sûr. Donc, j'ai décidé que je faisais le 28 jours sans alcool. Je ne vais pas commencer à boire d'alcool rendu au 25 février parce que je suis tanné puis ma conjointe a boit un verre. Donc, on respecte notre parole quand on fait ça ou on ne le fait pas. Hein? Mais si on le fait, on respecte notre parole. Et ça augmente notre contrôle et ça nous apprend à nous connaître encore mieux. Est-ce que moi, ça a un impact ou ça n'a pas d'impact? Comme je disais tantôt, il y en a qui voyaient plus ou moins d'impact quand on faisait ce genre de test-là. Puis il y en a qui voient des impacts incroyables. Ouais. Chaque personne est différente, mais donc gardons le contrôle autour de ça. Ne mettons pas trop de règles très strictes, toujours et précises. Je bois toujours 2 verres ou autre. Mais selon la personne, selon son évaluation et autres, ça peut avoir sa place, comme des fois, ça peut avoir. Ça peut être bon pour certaines personnes. Des fois, je leur recommande. Tu devrais arrêter ça complètement pour l'instant. Ouais. Jusqu'à nouvel ordre, si tu penses que tu es capable et autres. Parce que dans le profil, ça crie vraiment ça. Mais pour quelqu'un qui fait le reste bien, qui est totalement en santé et autres, on n'a pas besoin de l'enlever au complet. On a besoin de comprendre, par contre, que ce n'est pas l'idéal et que la consommation idéale est de 0. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça. C'est cool. Ouais, that's it. Je pense que ça fait le tour de l'alcool. J'espère que ça a pu aider plusieurs personnes, même si moi je ne bois pas. Tu sais, surtout l'effet sur le sommeil. Tu sais, si je bois 1, 2 verres, je vais être au courant que ça va se passer au moins. Mais je vais pouvoir mieux outiller mes clients. Puis je suis sûr que les gens qui vont écouter ça vont pouvoir mieux s'outiller. Fait que ça, c'est excellent. Tant mieux. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut lire tous tes trucs, prendre rendez-vous, t'écrire? Oui, j'ai un site web qui n'est pas à jour, mais vous pouvez aller voir quand même. Les informations sont là. Mon numéro de téléphone, l'adresse où j'ai mon bureau, daniclegault.com. Donc, Danic, c'est avec un K, D-A-N-I-K, il n'y a pas de C. Donc, daniclegault.com. Si vous allez sur Facebook, je ne suis pas beaucoup. J'ai une page Instagram, mais je ne vais jamais. Il n'y a rien dessus. J'ai une page Twitter aussi. J'ai un compte Twitter, mais il n'y a rien dessus. Mais je suis actif sur Facebook encore. Donc, si vous tapez Danic Legault, vous allez voir, il y a 2 comptes. Danic, D-A-N-I-K, il n'y en a pas 75. Il y a moi, vous allez voir mon compte personnel, puis mon compte, ma page professionnelle. Donc, allez suivre ma page professionnelle. C'est là que je suis le plus actif. J'essaie de poster des articles à tous les jours, presque à tous les jours. Bien sûr, gratuitement. Excellent. Voilà. Fait que, dans le fond, en dessous de la vidéo ou de l'audio, il va y avoir le lien pour ta page Facebook qui est, pour vrai, c'est du solide contenu quand on se met à lire ça. C'est très bon. Fait que je recommande à tout le monde d'aller voir ça. Merci, Hugo. Yes, merci à toi. Bye, bye.